Et bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine, avec le soleil si possible. Et bonjour aux robots, hein. Bonjour Wizbot, hein. Merci de te mettre en route. Enfin, hein, bien sûr, merci Sky pour ton host. Je ne sais pas qui est présent ce soir, donc bienvenue à toutes et à tous sur ce second épisode du livre audio Une histoire de Tamriel racontée par Sky. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez un petit peu ce qui s'est passé hein, dans l'épisode précédent. Hein, c'était vraiment une introduction avec les euh, différentes pierres hein, qu'on peut aller trouver dans... Ouais oui, sacré Wizbot, exactement. Les différentes pierres qu'on peut trouver à travers Bord de Ciel, notamment. Et plein de petites choses encore hein, concernant les différents empereurs, etc., etc. Et on va rester dans cette continuité-là avec les différents empereurs, justement, que Sky a pris un malin plaisir à vous raconter sur les épisodes qui sont à venir dans cet épisode-là, dans ce second épisode. Donc j'espère que tout le monde va bien, que voilà, hein, que vous n'êtes pas trop fatigué. Hein, moi si un petit peu quand même. Et je tiens à signaler que demain je ne serai pas disponible, enfin en tout cas dans l'après-midi, le matin pas certain. Dans l'après-midi, ce qu'il y a de sûr, c'est que je ne serai pas disponible pour quoi que ce soit et pour qui que ce soit, puisque je serai à la Japan Touch de Lyon. Donc bien entendu ça implique que dans les prochains jours ou semaines plus exactement, vous aurez droit à un petit docu-reportage concernant la Japan Touch de Lyon sur cette même chaîne bien entendu. En espérant que j'ai suffisamment de matière première pour pouvoir vous faire quelque chose. Ce qui n'est pas une garantie à chaque fois. Il y aura peut-être plus quand j'irai à Paris. Et oui, oui. Donc avant de lancer, je vais rapidement en profiter pour pouvoir rappeler ce qui va se passer sur cette chaîne. C'est-à-dire que on va commencer par ce week-end. Donc si je ne suis pas disponible samedi, en revanche, dimanche, je suis tout à fait disponible. Et donc ce dimanche, donc déjà on va commencer dans la journée. Il y a rien qui est, pour le moment il y a encore rien d'annoncé, mais dans la journée de dimanche, il va y avoir un talk show cinéma enfin qui sera donc en collaboration avec King Tigrou, hein, pour ceux qui connaissent. Talk show cinéma. Donc ça, c'est ça dans l'après-midi vers 14-15 heures, je pense. Et on va parler un petit peu là du film Ready Player One, entre autres choses, ainsi que de la série Sirène. Normalement, si tout va bien, normalement on va parler de ça. Donc à moins qu'il ne se casse une jambe d'ici là, normalement voilà. À 19 h, donc toujours dimanche, c'est le cinquième et dernier épisode de la série Lore Elder Scrolls qui est fait en collaboration avec Ludwig Lorcan. Donc là, on arrive vraiment au terme hein, de cette épopée sur le lore Elder Scrolls. À savoir, bien entendu, que vous aurez en rediffusion l'intégralité de la série dans les semaines à venir. Ensuite, on va avoir, pour retrouver une question pour un viewer, il faudra attendre le 15 avril. Voilà, le prochain épisode et dernier aussi, hein, Elder Scrolls livre audio qu'a fait notre petite Sky, ce sera à la fin du mois, ce sera le 22 à partir de 19 h. Pour ce qui est de Ciné Gaming, alors la semaine qui vient Ciné Gaming, eh bien on attaque une grosse licence également puisqu'on attaque la licence Uncharted avec donc le mardi 10 avec Uncharted 1, le mercredi 11 avec Uncharted 2 et le jeudi 12 avec Uncharted 3. Et ça se continuera la semaine d'après.
Autre petite info hein, qui n'a rien à voir, hein, enfin pas directement avec cette chaîne, c'est que si je ne suis pas là, hein, donc demain, hein, je ne serai pas là non plus samedi prochain puisque je serai à Nîmes pour la première édition de Manganime que fait mon ami Jérôme Lozel, hein, qui est entre autres l'organisateur donc maintenant de Manganime, mais également du Manga Mania de Montélimar et du Mangalaxy de Valence. Donc je vais aller voir un petit peu cette première édition du Manganime. Donc pareil, hein, il va y avoir quelques photos, pourquoi pas vidéos, si j'arrive à en faire. Et ça donnera lieu, encore une fois, à un documentaire, reportage. Donc tout ça, ça sera pour le mois fin avril, je pense, le temps que je fasse tout ça. Donc je propose maintenant que on lance cet épisode, hein, on lance l'épisode Café Sky sur Elder Scrolls, qui je le rappelle est un livre audio, hein, cette fois, contrairement au lore dont je parlais tout à l'heure, c'est un livre audio qui se passe en trois épisodes, et chaque épisode est en plusieurs parties. Et salut à toi mon croc, comment vas-tu? Comment vas-tu mon croc? J'espère que tu as passé une bonne semaine. Donc, livre audio Tamriel. Hein, là, de mémoire, on va essentiellement parler de toutes les filiations impériales, tous les différents empereurs, etc. Leur filiation, un petit peu leur vie. Et on va aller jusqu'à la fin. Donc, et salut à toi Champi, comment vas-tu? Et on va aller jusqu'à la fin de la troisième ère, si je ne dis pas de conneries. Donc je vais mute mon micro, hein, je reste présent sur le chat bien entendu, le temps de l'épisode qui dure environ 20-25 minutes, ouais 20 minutes en gros, hein, à quelque chose près. Et on se retrouve donc tout à l'heure. Allez, bon visionnage tout le monde. L'impératrice régente de Tamriel fut proclamée impératrice sous le nom de Cataria Ier à la mort de son époux. Pour ceux qui ne pensent pas que la mort de Kintira II a marqué la fin de la lignée des Septimes, l'arrivée au pouvoir de Cataria est le début du déclin. D'un autre côté, les défenseurs de cette dernière affirment que même si Cataria ne descendait pas en droite ligne de Tibère, le fils qu'elle a eu avec Pélagus était du sang des Septimes, et il perpétuait donc la lignée. Malgré certaines déclarations xénophobes prétendant le contraire, le règne de Cataria, qui dura 47 ans, fut l'un des plus marquants de l'histoire de Tamriel. Peu à son aise dans la cité impériale, Cataria voyageait beaucoup et dans tout l'Empire, plus qu'aucun empereur ne l'avait fait depuis Tibère. Ceci lui permit de renouer de nombreux liens diplomatiques et alliances. Le peuple de Tamriel apprit à aimer cette impératrice bien plus que la noblesse. La mort de Cataria au cours d'une escarmouche dans le Marais Noir constitue l'un des sujets favoris de nombreux historiens qui soutiennent la thèse de la conspiration. D'ailleurs, la découverte du sage Montalius, qui mit en lumière le rôle d'une branche de la famille Septime dans cette affaire, fut une révélation fracassante. Quand Cassinder monta sur le trône à la mort de sa mère, il était déjà d'âge mûr. N'étant que demi-elfe, il vieillissait comme les Bretons. En fait, il avait dû abandonner son trône de refuge à son demi-frère Uriel pour raison de santé. Quoi qu'il en soit, en tant que seul descendant de Pélagus et donc de Tibère, il fut contraint d'accepter le trône impérial. Personne ne fut surpris de la brièveté de son règne. En moins de 2 ans, il rejoignit ses prédécesseurs dans la mort. Uriel Laria, demi-frère de Cassinder et fils de Cataria Ier, et de son prince consort Galiver Laria, qu'elle avait choisi après la mort de Pélagus III, quitta le royaume de refuge et devint Uriel IV. Légalement, Uriel IV était un septime. Cassinder Ier l'avait adopté au sein de la famille royale quand il était devenu le roi de refuge. Mais aux yeux du conseil et du peuple de Tamriel,
il n'était que le bâtard de Cataria. Uriel ne possédait pas le dynamisme de sa mère, et son long règne de 45 ans fut marqué par la sédition. L'histoire d'Uriel IV est racontée dans le 3e volume de cette série. Le premier volume de cette série racontait brièvement l'histoire des 8 premiers empereurs de la dynastie des Septimes, de Tibère Ier à Kintyra II. Le 2e volume contait l'histoire de la guerre du Diamant Rouge et des 6 empereurs qui se succédèrent ensuite, d'Uriel III à Cassinder Ier. À la fin de ce volume, nous avons vu comment le demi-frère de Cassinder, Uriel IV, hérita à son tour du trône de l'empire de Tamriel. On se souviendra qu'Uriel IV n'était pas de la lignée des Septimes. Bien qu'ayant régné en tant qu'impératrice pendant de longues années, sa mère était une elfe noire qui avait épousé un empereur de la lignée des Septimes, Pélagus III. Le père d'Uriel était le prince consort de Cataria Ier, un noble breton nommé Galiver Laria qu'elle avait choisi après le décès de Pélagus. Avant d'accéder au trône de l'Empire, Cassinder Ier régnait sur le royaume de refuge, mais une mauvaise santé l'avait contraint à abdiquer. Cassinder n'avait pas d'enfant, aussi adopta-t-il légalement son demi-frère Uriel pour lui offrir son royaume. 7 ans plus tard, Cassinder hérita de l'Empire à la mort de sa mère, et 2 ans après, Uriel hérita à nouveau de Cassinder. Le règne d'Uriel IV fut long et difficile. Bien qu'il fût un membre légalement adopté de la famille Septime, et malgré la haute lignée de la famille Laria, de lointains cousins des Septimes, peu de membres du Conseil des Anciens l'acceptèrent comme un véritable descendant de Tibère. Le Conseil avait assumé de grandes responsabilités pendant le long règne de Cataria Ier, et celui bien plus court de Cassinder. Il fut donc difficile pour un monarque étranger doté d'un fort tempérament de gagner la fidélité de cette institution. À maintes reprises, l'empereur et le conseil s'opposèrent, ce dernier ayant bien souvent le dernier mot. Depuis l'époque de Pélagus II, le Conseil des Anciens était constitué des personnalités les plus riches de l'Empire et il disposait d'un pouvoir considérable. La dernière victoire du Conseil sur Uriel IV fut posthume. Andorak, le fils d'Uriel IV, fut déshérité par un vote du Conseil et un cousin plus proche de la lignée des Septimes fut proclamé empereur sous le nom de Séphorus II en l'an 247 de la Troisième Ère. Pendant les 9 premières années du règne de Séphorus, ceux qui étaient restés fidèles à Andorak s'opposèrent aux troupes impériales. À la fin de la guerre, le Conseil attribua à Andorak le royaume de Mornehomme en Haute-Roche, ce qui fit dire à Éreintine, le sage, que le cœur de Tibère Septime avait cessé de battre. À l'heure actuelle, les descendants d'Andorak continuent de régner sur ce royaume. Mais Séphorus II avait des ennemis bien plus terribles qu'Andorak. Un ennemi comme issu d'un cauchemar cimérien, pour reprendre la formule d'Éreintine. Un homme qui se faisait appeler Camoran l'usurpateur
conduisit une armée de Daedra et de morts-vivants à l'assaut de Valboisé, conquérant royaume après royaume. Rares étaient ceux qui pouvaient lui résister, et suite aux longs mois de massacres qui jalonnèrent l'année 249 de la Troisième Ère, ils furent de moins en moins nombreux à s'y risquer. Séphorus II envoya toujours plus de mercenaires en l'enclume pour mettre un terme à la marche de l'usurpateur vers le nord, mais ces hommes furent corrompus, transformés en morts-vivants ou massacrés. Pour aller à l'essentiel, l'anéantissement des troupes de l'usurpateur eut bien plus de lien avec une quelconque intervention de l'empereur, et ce qui fut une grande victoire régionale vint accroître l'hostilité vis-à-vis d'un empire impuissant. Uriel V, le fils et successeur de Séphorus II, parvint à retourner l'opinion générale à l'avantage du pouvoir latent de l'empire. Pour détourner l'attention de Tamriel de ses problèmes internes, il lança une série d'invasions qui commencèrent presque immédiatement après son couronnement en l'an 268 de la Troisième Ère. Il envahit Roscrea en 271, la Katnoké en 276, Ineslea en 279 et Esronier en 284. En l'an 288 de la Troisième Ère, il se lança dans sa plus ambitieuse campagne, l'invasion du royaume continent d'Akavir, marquée par la bataille d'Ionite. La réputation d'Uriel V ne surpassait que par celle de Tibère. Il fut l'un des deux plus grands empereurs guerriers de Tamriel. À la mort d'Uriel V, dans la lointaine contrée d'Akavir, continent situé par-delà les mers, Uriel VI n'avait que 5 ans. En fait, il était né peu de temps avant que son père ne s'embarque pour Akavir. Les autres enfants d'Uriel V étaient ses filles jumelles, Moriata et Héloïsa, nées quelques mois avant son départ d'une union morganatique. Uriel VI fut couronné en l'an 290 de l'ère troisième. La princesse impériale Tonika, mère du garçon, assura une régence limitée jusqu'à la majorité d'Uriel VI. Le Conseil des Anciens conserva donc le véritable pouvoir, comme il l'avait toujours fait depuis Cataria Ier. Le Conseil apprécia tellement la possibilité de promulguer des lois sans entrave et de réaliser dans le même temps d'importants profits, qu'il n'accorda les pleins pouvoirs à Uriel VI qu'en 307, alors que ce dernier était âgé de 22 ans. Au fil des années, il avait assumé de plus en plus de responsabilités, mais le Conseil et sa mère, qui appréciaient grandement ses prérogatives, pourtant limitées, rechignaient à lui céder les rênes du pouvoir. Quand il hérita enfin du trône, les rouages du gouvernement ne lui laissèrent que peu d'influence, si ce n'est son droit de veto. Et pourtant, il parvint peu à peu à inverser la tendance, tant et si bien qu'en 313, il pouvait se vanter de régner vraiment sur Tamriel. Il utilisa des réseaux d'espions et des unités de sa garde pour intimider les membres récalcitrants du Conseil des Anciens et les contraindre à le soutenir. Sans surprise, sa demi-sœur, Moriata, était sa plus fidèle alliée.
notamment depuis son mariage avec le baron Ulfgersen de Fordiver, qui lui avait apporté une richesse et une influence considérables. Comme l'a dit Ugaridge le Sage, Uriel V a conquis Esronier, mais Uriel VI a triomphé du Conseil des Anciens. Quand Uriel VI tomba de cheval et ne put être amené à la vie par les meilleurs guérisseurs de l'Empire, sa bien-aimée sœur Moriata hérita du pouvoir. Elle avait 25 ans et de nombreux diplomates, intéressés ou non, l'ont décrite comme l'une des plus belles femmes de toute Tamriel. Il est vrai qu'elle avait bénéficié d'une excellente éducation et qu'elle était pleine de vie, active et rompue à l'art de la diplomatie. Elle fit venir l'archimage de Bord-de-Ciel à la cité impériale, et pour la deuxième fois dans l'histoire de l'Empire, il y eut un mage guerrier à la cour impériale. Moriata acheva l'œuvre de son frère et mit en place un vrai gouvernement dans la province impériale. Mais en dehors des limites de celle-ci, l'Empire se désintégrait lentement. Révolution et guerre civile faisant rage depuis l'époque de Séphorus II, le grand-père de Moriata. En coordonnant ses contre-attaques avec une grande sagesse et en évitant de disperser ses troupes, l'impératrice finit toutefois par remettre au pas ses vassaux rebelles. Bien que les campagnes militaires de Moriata aient été couronnées de succès, le Conseil se sentait lésé. On pense que l'un de ses membres, un Argonien, ayant pris le nom colovien de Toricleromus, furieux que l'impératrice ait refusé d'envoyer des troupes dans le Marais Noir, engagea les assassins qui la tuèrent en l'an 339 de l'ère troisième. Romus fut sommairement jugé et exécuté bien qu'il clamât toujours son innocence. Moriata n'avait pas de descendance et Héloïsa avait été emportée par la fièvre quelques années auparavant. C'est donc le fils de cette dernière, Pélagus, âgé de 25 ans, qui fut couronné sous le nom de Pélagus IV. Il poursuivit l'œuvre de sa tante et ramena dans le giron de l'Empire les royaumes, duchés et baronnies indisciplinés. Il tenta d'imiter en tout point les prouesses militaires de Moriata, mais malheureusement, sans parvenir au même résultat. Les royaumes avaient été libres de toute contrainte pendant si longtemps que la seule présence de l'Empire, aussi discrète soit-elle, leur apparaissait insupportable. Néanmoins, lorsque Pélagus mourut après un règne de 29 ans, caractérisé par la stabilité et la prospérité, Tamriel était presque aussi unie que sous Uriel Ier. Notre empereur actuel, son extraordinaire et redoutable majesté, Uriel Septime VII, fils de Pélagus IV, montre le zèle de sa grande-tante Moriata, le talent politique de son grand-oncle Uriel VI et les talents de stratège de son arrière-grand-oncle Uriel V. Il a régné pendant 21 ans et ramené l'ordre et la justice en Tamriel. En l'an 389 de l'ère troisième, cependant, son mage guerrier impérial Jagartarn l'a trahi. Uriel VII a été emprisonné dans une autre dimension créée par Tarn, et ce dernier a usé de magie d'illusion pour prendre l'aspect de l'empereur. 10 années durant, Tarn a abusé du trône impérial en se gardant bien de poursuivre l'effort de reconquête d'Uriel VII. Les objectifs et les actes de Tarn au cours de ces 10 années d'imposture restent encore mal connus à ce jour. En l'an 399 de l'ère troisième, un énigmatique champion le vainquit dans les donjons du palais impérial et libéria Uriel VII de sa géole dimensionnelle. Depuis sa libération, Uriel Septime VII œuvre à la réunification de Tamriel. Il est vrai que l'intervention de Tarn a brisé ses élans, mais ces dernières années ont montré qu'un nouvel âge d'or était encore possible. Et voilà donc pour cet épisode 2 qui se termine. J'espère bien sûr qu'il vous aura plu. La suite, eh bien, la suite ce sera, comme je le disais tout à l'heure, avant de lancer le live, ce sera en fin de mois, le 22.
22 avril à 19 h pour suite et fin du livre audio, une histoire de Tamriel. Donc merci, à moins que Sky veuille intervenir hein, pour ajouter un petit quelque chose. Peut-être rappeler que Uriel 7 est mort hein, depuis bien longtemps maintenant, puisque dans Skyrim, ce n'est plus la dynastie des Septimes qui règne, mais la dynastie des Médés. Et on est dans la 4e ère. Hein, donc la mort d'Uriel 7 ainsi que de son fils plus tard sonne le glas de la 3e ère de The Elder Scrolls. Et c'est la dynastie Médée qui, après une longue guerre civile, va prendre le dessus. Et mais ça, c'est bien sûr pour une autre histoire. Donc, 22 avril, 19 h, un dernier épisode du livre audio, une histoire de Tamriel. Et c'est donc le dernier épisode de cette première saison, car oui, on envisage avec Sky de faire une saison 2. Saison 2 du livre audio. Oui, effectivement, oui, vu dans Oblivion, tout à fait. Et il meurt dans Oblivion et c'est son fils, je sais plus son nom d'ailleurs, hein, mais ça c'est dans le prochain épisode, Martin je crois, hein, qui s'appelle. Oui, hein, faire une deuxième saison, effectivement, hein, c'est une bonne idée. Hein. C'est une bonne idée qu'elle a eue, Sky, pour le coup. Donc ouais, saison 2, donc je sais pas quand, hein, bien entendu, le temps de tout faire, le temps que Sky fasse ses enregistrements, etc. Oui, pourquoi pas aussi, oui, chercher un nouveau bouquin sur l'univers Elder Scrolls, pourquoi pas, c'est une bonne idée aussi. À savoir que à partir de juillet, ce sera une nouvelle série, livre audio toujours, mais sur Assassin's Creed. Donc on a encore un petit peu de contenu hein, bien sûr à vous offrir. Puisque là on va vraiment pour ce qui est de Assassin's Creed vraiment s'attacher à comment est né Assassin's Creed plus que qu'est-ce que ça raconte. Hein, qu'est-ce que raconte Assassin's Creed au fil des épisodes. On va en parler, bien entendu. Mais on est vraiment sur pourquoi ils sont-ils habillés ainsi, quelles ont été les différentes difficultés pour créer tel décor, tel environnement, etc. C'est vraiment le livre audio de la naissance en fait d'une licence. Donc ça, voilà, c'est donc la série Assassin's Creed qui débutera donc en juillet prochain. Donc la saison 2 de Elder Scrolls, ce sera bien entendu après. Donc je rappelle, hein, bien sûr, Ciné Gaming, la semaine à venir, la Ciné Gaming sur Uncharted, hein, pour ceux qui sont intéressés et qui ont envie de voir du jeu vidéo, mais sans forcément avoir envie de parler avec les gens, hein, juste regarder hein, comme un film. Hein, voilà, c'est Ciné Gaming. Disons que ça change de la 78e rediffusion de TF1 des Gendarmes de Saint-Tropez. C'est un autre truc. Hein, voilà. Enfin, 78e et encore je suis gentil hein, quand même. Donc, il me reste hein, à vous souhaiter une très bonne fin de soirée. Quant à moi, vous me retrouvez dimanche pour le 5e et dernier épisode du lore The Elder Scrolls, de la série lore Elder Scrolls qui a été faite avec Ludwig Lorcan, je le rappelle. Samedi, bien sûr, comme je l'ai dit, je ne serai pas disponible puisque Japan Touch oblige, je ne serai pas présent. Donc dimanche, talk show également, hein, talk show avec King Tigrou sur Ready Player One et sur la série The Siren, ou Sirène, je sais plus comment c'est exactement le titre. D'ailleurs, il faut que je me tape au moins un ou deux épisodes, histoire d'avoir de quoi parler. Et oui, Nathan Drake à Saint-Tropez, tout à fait, Score, mais bienvenue à toi. Nathan Drake à Saint-Tropez. Bah, c'est un peu comme Tintin, il va partout cet homme-là. Hein. Un coup, il a à Saint-Pétersbourg, enfin, voilà. Hein. Nathan Drake à Moscou, Nathan Drake chez les Soviets, hein, plus exactement. Nathan Drake et l'étoile mystérieuse, le trésor secret de Nathan Drake. Voilà,
Il y a plein de choses à faire avec Nathan Drake. Ou Coq en stock, hein, mais attention, Coq écrit C-O-C-K, hein, bien sûr, puisque c'est Coq de Nathan Drake en stock, bien entendu. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse, je suis immonde, je maker moi-même. Bien. Bon, hein, un peu de sérieux quand même, un peu de sérieux. Donc voilà, un dimanche vers 14-15 heures, de toute façon vous allez avoir l'annonce hein, d'ici là, je pense la faire soit ce soir, soit demain matin, pour annoncer donc ce talk show un petit peu particulier qui va servir surtout de talk show test. Hein, je vais être honnête, hein, c'est un talk show test où là on va parler donc d'un film et d'une série. D'ailleurs peut-être un peu plus de la série que du film, d'ailleurs je sais pas, faut que je vois ça encore. Et parce que on envisage de faire plusieurs talk shows bien différents de ce qu'on a l'habitude de voir, puisque on aurait des guests en fait à chaque talk show. C'est un peu le but qu'on s'est fixé avec Tigrou, c'est d'avoir donc un ou des guests à chaque talk show et donc de faire une sorte de talk show promotionnel en fait de la guest ou des guests. Euh, En même temps, c'est une chaîne télé. Hein. Donc voilà. Donc on avait pensé au Nicolite Orchestra, on a pensé à beaucoup de monde encore comme ça. Hein, donc je tais encore les noms, bien entendu. Hein, les Nicolites, ça fait un moment qu'on en avait parlé, donc je le dis. On peut avoir les Nicolites en interview pour ces talk shows, etc. Donc il y aurait une présentation de qui sont les Nicolites, qu'est-ce qu'ils font avec des vidéos et tout. Et donc en fait voilà, ça va surtout servir de test à ce genre de talk show là, celui qu'on va faire dimanche. Donc soyez présents hein, pour savoir, pour avoir les retours, qu'est-ce qu'on a amélioré, ainsi de suite. Oui, hein, ça devenait sale, hein, je suis d'accord avec toi, Scorn. Pour avoir donc vos retours, hein, vos impressions, pour savoir qu'est-ce qu'on a à modifier dans le concept, qu'est-ce qu'on a à améliorer dans ce concept. Et on accepte bien entendu toute critique hein, positive et négative, à condition bien sûr que les deux soient constructives. Hein, parce que une critique positive sans dire pourquoi, c'est aussi débile qu'une critique négative sans dire comment changer le négatif. Hein, donc, voilà. Donc voilà, ça c'est dimanche. Et dimanche soir 19h, on a donc le dernier épisode du lore Elder Scrolls. Il me reste donc encore une fois à vous souhaiter une très bonne fin de soirée. Merci à tous d'être venus pour ce second épisode du livre audio de Sky, une histoire de Tamriel. Prochain rendez-vous donc, eh bien dimanche, voilà, pour le talk show et pour la série Elder Scrolls. Merci à tous, c'était Elser et Sky pour la série Elder Scrolls livre audio. Bye bye tout le monde.